des actus, des coups de cœur et quelques tranches de notre vie, saison 6. Bonjour, bonsoir, nous sommes Max et Guillaume et on est ravis de vous retrouver pour ce 12e épisode de la saison 6 de Tranche de couple. un épisode en roue libre. On n'a pas fini d'en parler. Merci à toutes et à toutes de votre écoute, de continuer à écouter ce podcast tous les 15 jours. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode pour nous aider à rester visibles et nous encourager à continuer à vous proposer ce podcast régulièrement. On commence comme d'habitude notre podcast par la rubrique Actu. Et la première Actu, naturellement, on ne pouvait pas faire autrement. Ça relie le sujet de l'Ukraine et de Donald Trump. Mon Dieu. Et Guillaume, c'est toi qui nous fais un petit point sur ce qui s'est passé dans ces 15 jours assez hallucinants, en roue libre. On est complètement en roue libre. Et pour tout vous dire, d'habitude, les titres des épisodes, c'est un peu un moment un peu compliqué parce que on n'a pas toujours l'inspiration. Là, c'est une inspiration qui m'est venue, je pense, il y a 15 jours, genre le jour ou le lendemain qu'on ait enregistré le dernier épisode. J'ai un peu regardé l'état du monde et surtout ce qui se passe autour des États-Unis et je me suis dit, mais le mec, il est complètement en roue libre. Donc vous imaginiez bien que nous allions vous parler de Donald Trump et de sa clique. On commence cette rubrique en parlant de la rencontre qui a eu lieu entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le président américain notamment donc Donald Trump dans le bureau ovale le 28 février 2025. Alors on le sait beaucoup, ces rencontres diplomatiques sont extrêmement mises en scène, il y a tout un décorum, il y a des gens autour de la table, dans les canapés, le bureau ovale en particulier. On a toute l'équipe de Trump, une petite équipe pour Volodymyr Zelensky, notamment l'ambassadrice d'Ukraine aux États-Unis, des journalistes triés sur le volet. Alors on imagine beaucoup de journalistes triés par la Maison-Blanche, donc on sait aussi que ce sont beaucoup des journalistes pro-Trump, voire maintenant essentiellement, puisqu'il a viré la majorité des structures journalistiques qui ne lui étaient pas ouvertement favorables. Et donc, dans cette rencontre, elle a duré presque 1 heure. Et puis, à la fin, on a senti une très grande tension, ce qui, normalement, n'arrive pas dans ce genre de rencontre, puisqu'encore une fois, tout est scripté, tout est mis en place pour que chacun s'entende de façon sur les sujets qui vont être abordés. Là, on savait que c'était une rencontre compliquée d'emblée. C'est une rencontre qui avait été encouragée par Keir Starmer et par Emmanuel Macron, qui pensaient que Zelensky devait aller voir Donald Trump pour lui présenter l'état actuel de l'Ukraine, pour chercher son soutien, puisque Donald Trump aime finalement, on va le faire court, se faire lécher les bottes, voilà, on va le dire. Et donc, il fallait que Zelensky fasse cet effort-là. Mais pour autant, il ne s'attendait sans doute pas à devoir, à ce point-là, se coucher littéralement devant le président Trump, puisque c'est aussi une chose qui... C'est pas littéralement, mais on y est presque, en fait. Et dans le monde de la diplomatie, c'est de la brutalité, c'est de la violence. Et je pense qu'il y avait une forme dans cette rencontre, quand on regarde, je vous encourage à aller voir la vidéo, une forme de violence psychologique, une violence verbale qui est utilisée, mais extrêmement feutrée. Vous savez, le summum du passif-agressisme par Donald Trump et par J.D. Vance. J.D. Vance qui prétend être allé en Ukraine, mais qu'après il a dit qu'il a surtout entendu beaucoup de choses sur l'Ukraine. Il a rapporté notamment que les visites organisées par le gouvernement ukrainien pour les dignitaires étrangers étaient des visites qui étaient codifiées. Le sous-entendu derrière, c'était un peu comme les visites que vous faites quand vous allez en Corée du Nord. Vous avez toujours quelqu'un qui vous suit derrière et qui vous montre exactement ce qu'il faut vous montrer. Bref, il n'y avait rien qui allait dans cette rencontre. On a senti beaucoup de tension, le sujet abordé était compliqué, et puis la question, je veux dire, la plus outrageante, mais on n'est pas plus à un outrage près malheureusement avec Trump, qui a été posée par J.D. Vance à Volodymyr Zelensky, c'est « Did you say thank you » ? Est-ce que vous nous avez remercié, ne serait-ce qu'une fois ? C'est ça qu'il a dit, textuellement, à Zelensky, alors que Zelensky a remercié ouvertement sur les réseaux sociaux notamment, mais aussi dans ses discours des dizaines et des dizaines de fois les États-Unis, l'Europe, tous les partenaires, le Japon, l'Australie, il a individuellement visité une grande partie de ces pays aussi, il a reçu des gens de ces pays. Bref, les mecs sont complètement en roue libre, ça laisse je suis un peu, j'avais écrit tout un paragraphe, mais ça laisse un peu sans mots tellement c'était moche à voir pour Zelensky qui, on le rappelle, a été élu président
voilà, un peu de nulle part parce que c'était un candidat qui arrivait un peu comme Macron, quelques mois, un peu frais, qui n'était pas du tout dans le monde de la politique avant, mais qui s'est transformé. Alors on voit sur les réseaux sociaux des posts disant qu'il s'est transformé en héros. Je ne sais pas si c'est un héros de guerre. Je ne suis pas certain que lui, il apprécierait d'être qualifié de héros de guerre. Je pense qu'il préférerait avoir une vie beaucoup plus tranquille que ça. En tout cas, c'est clairement un président en guerre qui a su gérer son pays de la façon la meilleure possible depuis 3 ans. C'est une séquence qui était effectivement très humiliante et pour bien connaître les codes de la diplomatie, c'est clairement... voilà, ils ont voulu que ce soit humiliant et en plus ils ont fait ça devant les caméras du monde entier. Donc il y avait clairement la volonté d'humilier Zelensky. Et puisqu'on en est dans l'humiliation, on peut rajouter la toute dernière question qui a été posée par un conseiller de presse de Donald Trump, qui est le mari de cette tarée de Marjorie Taylor Greene. Vous irez cliquer son nom, vous verrez qui c'est, qui pose la question à la fin, mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas un costume à Zelensky qui est en habit militaire, parce que c'est un président en guerre depuis 3 ans et qui donc toutes ces réunions, il les fait en habit militaire, comme une partie de son cabinet aussi. Et là, le mec qui sort de nulle part lui pose une question sur son costume. On parle du plus haut degré possible de la diplomatie, la rencontre entre le fucking président des États-Unis et Volodymyr Zelensky. Je vais devoir encore couper. Non, tu ne couperas pas, tu mettras un bip si tu veux. Ou tu mettras rien parce que je le pense enfin bref. Voilà, c'est un sujet qui rend aussi émotif parce que il est en roue libre. Je persiste à dire qu'il est en roue libre. Et alors que Trump voulait signer un accord, voulait faire signer à Zelensky un accord sur l'accès aux minerais ukrainiens. Absolument, et Zelensky a refusé de signer la première mouture de l'accord qui ne donnait aucune garantie à l'Ukraine. En fait. C'était un vrai racket, mais on en a parlé, je crois, la dernière fois de cet accord, il me semble. Il a, après cet entretien, annoncé qu'il était prêt à signer un accord, ce qui était un accord qui a été proposé après, mais qui était à minima, mais voilà, qui a été proposé par les États-Unis. Bref, en tout cas, on en est rendu à ce que maintenant, Donald Trump reprend mot pour mot la propagande du Kremlin. Il a d'abord menacé de suspendre l'aide des États-Unis à l'Ukraine. C'est une aide qui est notamment financière, mais aussi militaire et de renseignement. Il a commencé à le faire, puisque notamment l'imagerie satellite qui était fournie à l'Ukraine a été coupée. Elon Musk a menacé de couper Starlink, ce à quoi il s'est fait rabrouer par le ministre des Affaires étrangères polonais, qui lui rappelait que c'était la Pologne qui payait 50 millions ou 500 millions, faudrait que je vérifie. 150 millions d'euros par an pour que l'armée ukrainienne puisse utiliser Starlink. Donc on en est vraiment dans une espèce de... On est dans un monde parallèle. Il y a 6 mois en arrière, on n'imaginait pas dans quoi on allait plonger, mais on est vraiment dans cette espèce de monde parallèle. Et alors, donc, on a eu un Trump qui a été extrêmement pro-russe, et puis qui, au milieu de nulle part, a annoncé sur Twitter X, enfin peu importe son réseau social à lui, que finalement il allait Social Truth, donc il a annoncé qu'il allait menacer la Russie de sanctions si jamais ils ne mettaient pas aussi de l'eau dans leur vin, pour 2 jours après dire que finalement c'était l'Ukraine qui était responsable, pour ensuite de nouveau mettre des menaces sur la Russie. On ne sait pas où il va, on ne sait pas comment il veut arriver là où il veut aller. Il est littéralement en roue libre. Donc les États-Unis ont suspendu, révisé leur aide, je le disais, à l'Ukraine depuis le 3 mars. Elle vise à s'assurer, cette décision, que, soi-disant, l'Ukraine contribue à une solution pacifique du conflit. Une solution pas pacifique, mais unilatérale, où seule la Russie gagne au final. C'est même pas une question de gagner, c'est une question que l'Ukraine puisse retourner dans ses frontières d'origine. Le président Trump a insisté sur la nécessité de promouvoir la paix et indiqué que l'aide serait réévaluée en fonction de son impact sur la résolution du conflit. Alors, malgré les aléas, les retours de Trump, la Russie a naturellement vu dans cet affrontement une opportunité de renforcer sa position. Les dignitaires russes ont exprimé leur satisfaction en voyant Zelensky affaibli. En tout cas, c'est ce qu'ils pensaient au début, après les premiers jours après cette rencontre. La Russie pourrait d'ailleurs utiliser cette situation pour pousser ses propres négociations de paix, comme elle l'a déjà fait aussi, annoncé par tous les canaux possibles, en disant qu'ils étaient prêts à la paix. Oui, mais la paix avec leurs conditions. Ouais, c'est vraiment pas simple, effectivement, et la situation reste extrêmement tendue. Mais d'ailleurs, on va passer au sujet suivant. Il y a quand même une bonne nouvelle, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, en tout cas, il y a
il y a un frémissement Il se passe des choses autour de côté l'Union européen. européenne et des partenaires européens de longue date, de nos alliés fiables, donc pas toi, Donald. Il se passe quelque chose, Max. Oui, alors effectivement, déjà on a pu voir suite à en gros, à la séquence humiliante qui a eu lieu à la Maison Blanche, l'ensemble globalement des chefs d'État et de gouvernement européens ont affiché leur soutien à Zelensky, donc ça c'était quand même déjà assez chouette. Et il se trouve qu'il y avait déjà prévu une réunion à Londres à l'invitation du Premier ministre britannique, qui a eu ensuite une réunion des chefs d'État et de gouvernement, de certains chefs d'État et de gouvernement européens à Paris autour d'Emmanuel Macron, qui en a ensuite organisé une deuxième quelques jours plus tard par visio avec en fait le reste des pays qui n'avaient pas été invités la première fois, ça c'était pas génial, et le Canada et le Royaume-Uni. On a vu aussi qu'il y a eu des démarches coordonnées entre la France et le Royaume-Uni auprès de Donald Trump. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est effectivement, donc d'un côté, on a une certaine mobilisation au plus haut niveau côté européen, avec une certaine crainte, et bon, il va falloir à la fois trouver des solutions pour aider l'Ukraine, et en même temps, il y a quand même cette grosse incertitude sur le partenariat transatlantique. En même temps, il faut essayer, ou en tout cas, ils essayent de ramener Trump un petit peu à la raison et de leur côté. Et on constate dans les opinions publiques une vraie perte de confiance envers les États-Unis, dans les discours des pays, en particulier des pays qui sont à l'est de l'Europe, qui étaient traditionnellement très transatlantistes, et qui là commencent à avoir un discours un peu plus fort sur la nécessité pour les Européens de se prendre en main. Et la Pologne en est effectivement le parfait exemple, parce qu'à plusieurs reprises, donc soit Donald Tusk, qui est le Premier ministre, ancien président du Conseil européen, soit le ministre des Affaires étrangères, Sikorski, voilà, ils ont des positions très fortes, et la Pologne adopte des décisions aussi fortes sur le renforcement de sa propre défense. Alors, on a eu une réunion spéciale extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement du Conseil européen le 6 mars, donc cette semaine, avec 2 sujets majeurs. Alors, le premier, naturellement, l'Ukraine, et le deuxième, la défense européenne. Alors, s'agissant de l'Ukraine, malheureusement, ce qu'on a pu observer, c'est une division des 27 États membres de l'Union européenne. C'est malheureusement, c'était presque un peu attendu, puisque on le sait, la Hongrie a toujours été difficile sur le sujet du soutien à l'Ukraine de par sa proximité avec le Kremlin, et dans un contexte où finalement la Maison-Blanche est alignée sur Poutine, et c'est encore plus facile pour Orban de finalement être dans cette position divergente. Et puis on a aussi la Slovaquie qui se range souvent du côté également de la Hongrie. Alors, du coup, on a un communiqué, la déclaration finale du sommet, comme c'est le cas à chaque fois qu'il y a un sommet, sauf pour les réunions informelles. Eh bien, il n'y a pas vraiment de chapitre Ukraine, il y a trois paragraphes, globalement pour dire qu'ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord, que 26 États 26 leaders partagent la même position, mais il y en a un qui n'est pas d'accord. Alors, ça présage rien de bon pour la suite, parce que on sait que Donald Trump a déjà annoncé qu'ils étaient prêts à considérer la levée des sanctions à l'égard de la Russie. Et on sait que les sanctions, c'est un vrai, ça a quand même un effet important pour ralentir le réarmement et tous les efforts pour soutenir l'économie russe. Notamment, on sait que par exemple, toutes les pièces détachées, modernes, les microprocesseurs et tout ça, qui sont qui sont nécessaires en fait dans les armements modernes, avec ces sanctions, on réduit quand même assez massivement. Malheureusement, rien n'est jamais totalement perméable, parce qu'ils ont su trouver des solutions alternatives. On avait trouvé par exemple dans certains drones russes des cartes mères de machines à laver. Donc en gros, ils ont utilisé des choses qui n'étaient pas prévues pour de l'armement, et ils l'ont utilisé pour de l'armement. Voilà, on peut s'attendre à ce que à un moment donné, la Hongrie, et à chaque fois d'ailleurs qu'il y a un renouvellement de sanctions ou qu'il y a de nouvelles sanctions qui sont décidées, on a à chaque fois peur que la Hongrie s'oppose
et comme tout ça est régi par consensus, ils arriveraient à bloquer complètement la position de l'Union européenne. C'est d'ailleurs le cas sur la question du soutien militaire à l'Ukraine, parce que, en fait, Orban et la Hongrie ont bloqué des milliards d'euros qui ont été décidés par les États membres et qui n'ont pas pu être déboursés au profit de l'Ukraine parce que la Hongrie s'oppose. Tout ceci dans un contexte où l'aide militaire à l'Ukraine, elle doit s'accélérer puisque les États-Unis ont annoncé et mis en œuvre en fait un gel des livraisons militaires à l'Ukraine, alors, y compris le matériel militaire américain. Donc c'est celui qui avait été décidé sous Biden, qui était finalement en Pologne quasiment au moment de passer la frontière pour être transmis aux Ukrainiens. Tout ça a été arrêté, stoppé, et le matériel est reparti côté américain. Ils ont annoncé également cette semaine qu'ils arrêtaient le partage du renseignement. Or, on sait que le partage de renseignement des États-Unis à l'Ukraine était absolument critique pour leur permettre de contrer les offensives russes et puis également de mener leurs offensives. Et par ailleurs, Elon Musk continue d'annoncer, alors soit directement, soit indirectement, que finalement Starlink, qui est utilisé massivement par les armées ukrainiennes, pourrait être coupé, et donc en gros que ça marquerait un frein énorme aux capacités militaires de l'Ukraine. Donc les Européens doivent prendre le relais et ça ne va pas forcément être simple. Alors sur le deuxième sujet, la défense européenne, là on a pour le coup des décisions et des orientations fortes des chefs d'État et de gouvernement européens. Il y a vraiment finalement une décision de réarmer l'Europe. Donc ça, le narratif est bon. Les chefs d'État et de gouvernement ont identifié dans leur déclaration un certain nombre de capacités critiques sur lesquelles les Européens doivent finalement faire un sursaut. Et c'est un élément majeur parce que, naturellement, tout le monde est d'accord d'investir dans sa défense, mais le problème, c'est où est l'argent ? Il y a eu des annonces de la Commission européenne qui doivent maintenant se traduire dans des propositions de réglementation et de nouveaux instruments, mais qui permettront de débloquer près de 800 milliards d'euros. Donc c'est les chiffres qui ont été annoncés par Ursula von der Leyen. Alors, il y a deux modalités principales. La première, et c'est une demande qui avait été faite depuis longtemps par un certain nombre de pays, notamment l'Italie, c'est de relaxer les sacro-saintes règles fiscales, vous savez, les règles de Maastricht selon lesquelles un État ne peut pas être en déficit de plus de 3%. Désormais, les États membres vont pouvoir aller au-delà de ce 3% de déficit si c'est pour financer la défense. Alors, ce n'est pas quelque chose d'illimité, mais globalement, la présidente de la Commission a annoncé qu'il pourrait aller 1,5% de plus au-dessus des 3%, ce qui, sur 4 ans, permettrait un potentiel de 650 milliards d'euros d'investissement, d'après les chiffres qui ont été annoncés par la Commission. La Commission a également proposé la mise en place d'une nouvelle initiative qu'elle a appelée ReArm Europe, qui est basée sur une disposition d'urgence dans le traité. Donc, par exemple, quand il y a un tremblement de terre ou qu'il y a une catastrophe naturelle, on peut activer cette disposition qui permet à la Commission d'attribuer des prêts aux États membres. Et donc, elle l'utiliserait dans le cadre de la défense pour aider les États membres à investir pour renforcer leur capacité de défense à hauteur de 150 milliards d'euros. Et l'idée, c'est que les États membres financeront des acquisitions en commun. Donc là, on essaie aussi de rapprocher les États membres et de réduire un peu aussi la fragmentation à la fois industrielle et de matériel militaire. Donc maintenant, il faut voir la mise en œuvre. Les choses devraient aller assez vite parce qu'il y a cette dynamique importante de par le contexte international. Le Conseil européen a prévu de se réunir le 20 et 21 mars prochain et de traiter de la défense. Et entre-temps, un livre blanc sur le futur de la défense européenne sera publié en amont. Donc, il devrait y avoir de quoi mettre du pain sur la planche. Et effectivement, voilà. Les limites... Ça doit chauffer dans les bureaux de la Commission et des agences. C'est sûr qu'à Bruxelles, sur les sujets de défense, les journées sont longues. Mais vous imaginez en fait quand même la place des Français en ce moment, de tout ce qu'ils peuvent dire
Mais ça fait des années qu'on vous le dit, ça fait des années qu'on vous prévient que tu pourrais nous faire un sujet, Max, sur l'indépendance militaire de la France, quasiment pas tout à fait de A jusqu'à Z, mais en très 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 grande indépendance, notamment sur la partie nucléaire. Mais alors que tous les autres pays sont liés, notamment aux États-Unis, se sont liés, mais ils sont pieds et poings liés aujourd'hui, quoi. Oui, alors c'est vrai que la France, et c'est là où j'ai lisé un article qui disait qu'il fallait pas non plus que la France fasse cocorico trop fort et voilà. Jamais, c'est pas le genre du... Mais c'est vrai que l'idée promue par la France d'une certaine autonomie stratégique européenne, c'est-à-dire de ne pas être complètement dépendant des États-Unis, du matériel américain, et finalement un réflexe que beaucoup de pays ont eu, c'est-à-dire on est dans l'OTAN, on achète américain, on dépense assez peu pour notre défense parce que finalement les États-Unis, c'est eux qui vont nous défendre. C'est quand même le réflexe de la majorité des pays en Europe. Et aujourd'hui, on voit à travers les menaces répétées, y compris encore lors du discours de Trump devant le Congrès le 4 mars, où il a répété qu'il allait s'emparer du Groenland, ça fait extrêmement peur. Et naturellement, s'il fallait, d'une manière ou d'une autre, faire ce qu'on appelle un show of force, donc montrer un peu les crocs de manière militaire, et bien ceux qui sont principalement équipés de matériel américain, en réalité, ils sont un peu dans la panade parce que les États-Unis ont la capacité de compliquer ou carrément d'empêcher certains matériels d'être utilisés. Donc c'est quand même... et si Donald Trump s'alignait, décidait finalement que il fallait, pour redescendre les tensions ou pour faire plaisir à la Russie, réduire les capacités militaires en Europe, vraiment, on est dans des situations qui sont assez incroyables et on espère que le réveil des Européens est quelque chose qui va s'inscrire dans la durée, parce que en fait le réarmement de l'Europe, c'est quelque chose qui prendra 10 ans, 15 ans pour vraiment investir, réinvestir et puis développer les matériels militaires qu'on n'a pas ou qu'on a trop peu en Europe. Bon voilà, je m'arrête quand même parce que ça fait longtemps que je parle. Guillaume, on passe au point belgitude. Et tu vas nous faire prendre un petit peu l'air. En roue libre également, c'est plutôt dans le vent qui souffle. Alors oui, notre point belgitude aujourd'hui, c'est plutôt un point voilitude, puisque je vais vous parler de Denis van de Weyenberg, qui est un skipper belge, un marin finalement belge, et qui sera le premier à avoir bouclé le Vendée Globe. Alors, bravo la Belgique. Bravo la Belgique, vraiment, c'est une première pour ce pays. On est un peu dans une histoire belge, j'ai envie de dire, malheureusement, puisqu'il l'a bouclé en un peu plus de 117 jours, et il l'a surtout bouclé malheureusement 24 heures après la date de fermeture officielle de la ligne d'arrivée. C'est une fermeture qui est basée sur l'arrivée du dernier concurrent de l'année précédente. Donc c'est pas de chance que lui ne soit pas arrivé à la même date l'année d'avant, parce que ça lui aurait permis de franchir la ligne dans les temps. Donc là, il a malheureusement franchi la ligne du Vendée Globe avec 24 heures de retard. Alors, il lui est arrivé pas mal de choses. Il faut dire que c'est la seule équipe du Vendée Globe qui est 100% amateur. C'est-à-dire que lui, comme tous les gens qui travaillent derrière lui sur le bateau, sur l'entretien, sur le suivi pendant la course, 117 jours de course, vous imaginez, ce sont tous des gens qui sont des amateurs. Et ça, il faut quand même le signaler. Donc, voilà, on aurait apprécié sans doute un geste de l'organisation pour laisser la ligne un peu ouverte un peu plus longtemps. Malheureusement, les règles sont les règles. Voilà, ce sont les règles. Il a quand même eu droit à un accueil de star parce qu'il est aussi arrivé un samedi matin, ça aide. Mais un groupe, la personne qui gère le compte Twitter de la Fédération française de la Loose, je vous encourage à aller voir ce compte sur Facebook ou sur Twitter. C'est un compte très drôle où en fait il sublime les réussites des Français comme leurs échecs, notamment en sport. A dit pour le dernier du Vendée Globe, on fera un truc de malade. Et donc pour Denis van Weyenberg, le Belge, le premier à avoir fait le tour du monde dans le cadre du Vendée Globe, même s'il n'est pas classé, il a eu droit à un accueil avec des fumigènes, avec des centaines de personnes sur les quais des Sables d'Olonne. Enfin bref, c'était quand même un très chouette accueil pour ce skipper et pour Denis van Weyenberg qui a 57 ans a quand même réussi la prouesse de terminer ce tour. On lui souhaite quand même que pour le prochain Vendée Globe,
dans quelques années, il puisse reprendre la mer, qu'il ait toujours une chouette équipe derrière lui, qu'il lui arrive moins d'emmerdes, parce que, voilà, je vous dis, notamment dans les 2 dernières semaines, ça s'est joué à rien pour qu'il arrive dans les temps, mais il a perdu sa voile principale, il a perdu une partie de sa quille, enfin, bref. Il était... On le regarde quand on le voit à l'arrivée, il était vraiment très soulagé et très heureux d'être arrivé, genre... Allez, ça c'est fait, les gars, maintenant je vais aller manger un truc, me coucher sur un lit qui bouge pas toutes les 3 dixièmes de seconde, Et dormir plus de manger 30 de la minutes. vraie nourriture et dormir plus de 3 minutes. Quoi. Il faut imaginer les conditions. Et donc pour lui et pour toutes celles et tous ceux qui ont franchi la barre de ce Vendée Globe, chapeau quand même, et bravo la Belgique pour cette première. Ben, bravo la Belgique. Allez, on passe tout de suite à la rubrique vie de couple. Et la vie de couple chez nous, elle est un peu en roue libre. libre. Oui, on faisait un peu l'état des lieux. Alors, vous savez, je sais pas si vous savez, mais nous, on a parfois le besoin de coucher sur un agenda ce qui va se passer dans les mois qui viennent. Eh ben, on devrait pas. On devrait pas, parce que entre moi qui suis bloqué par le boulot jusqu'au mois d'avril, et puis le mois de mai et de juin qui sont déjà dans un état... Enfin bref, voilà, on est complètement en roue libre. Je sais pas s'il y en a qui nous suivent depuis longtemps, vous aurez retenu qu'il y a quelques années en arrière, on disait, après le Covid notamment, non mais on a trouvé un bon rythme maintenant grâce au Covid, il faut qu'on reste cool, il faut qu'on reste calme, ça nous a appris à rester à la maison. Un week-end par mois, à l'extérieur, pas plus. Vous savez ce qu'on dit, chasser le naturel, il revient au galop. Ou au bungalow, ça dépend du film. Mais en tout cas, clairement, le naturel, là, il nous est revenu. Là, il est dessus. Et on a repris notre naturel. Et donc, voilà. Mais il y a des choses qui sont chouettes. Notamment que la maison est bien remplie ces derniers temps. Et elle va le rester jusqu'au début du mois d'avril. Une maison ouverte. Vous savez, c'est tout le principe quand on vient chez nous. C'est une maison ouverte. Les gens viennent. Alors, on va pas passer tout le temps avec vous, notamment parce qu'on travaille. Il y a des gens qui bossent ici. Tout le monde n'est pas en vacances. Mais on est super content de vous avoir. Vous êtes les bienvenus si on vous connaît naturellement. Et avec notre rythme, avec nos petites activités, voilà, on trouve toujours des solutions pour se voir, on cuisine, des gens, on ouvre une petite bouteille. C'est ça. On continue voilà, il faut continuer à vider la cave parce que bon, voilà, c'est bientôt l'été. Oui. Puis il va falloir qu'on la remplisse. Bref, voilà, une maison comme on l'aime, une maison ouverte, une maison pleine de joie, de rire et puis de bons moments partagés. Et voilà, et en roue libre aussi parce qu'au boulot, vous l'aurez compris, tant du côté de Guillaume que de mon côté, c'est bien chargé. Voilà. Pas simple. C'est pas simple. Bon, on espère que les choses vont se calmer un peu, mais je crois qu'on a encore là un petit tunnel qui va continuer au moins pour quelques temps. Voilà, c'est ça. Donc nous aussi, on est en roue libre. Finalement, je sais pas comment c'est chez vous, mais malgré tout. Mais on est quand même très, 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 très heureux parce que il fait beau. Grosse annonce, les gens. Le temps, la météo est aussi un peu en roue libre. Et on est à 20 degrés là depuis 3 jours là à Bruxelles. Avec mais c'est génial. Première glace de la saison. Ouais, c'était trop Premier bien. spritz de la saison ce week-end. C'était trop bien. Voilà. Donc là, c'est un spritz. On est bon. Les fenêtres sont ouvertes. On profite du soleil de partout. C'est vraiment super chouette. Et on a beaucoup de chance. Alors, visiblement, la température va redescendre à 9 degrés cette semaine. Oupsie. Mais quand même, on sent qu'on est sorti de l'hiver, qu'on est sur un début de printemps. Ça frémit et ça fait du bien. Voilà. Il y a un truc. Bon, naturellement, on repart à zéro la semaine prochaine, on va pas se mentir. Mais on a profité, c'était bien. Max est en short, je vous le décris, il est actuellement en short. Eh oui, et en t-shirt à manches longues. Et j'ai pas de chaussettes. T'as le look bébé. Allez, au vu de la durée de l'épisode, on ne fera pas de dernière rubrique. De toute façon, vous êtes habitués maintenant. Et donc, c'est déjà la fin. Nous aussi, on est en roue libre, on fait ce qu'on veut. Voilà, de ce 12e épisode de la saison 6. Si vous avez des sujets, d'ailleurs, pardon, je te coupe 2 secondes, mais si vous avez des sujets que vous voulez nous donner, que vous voulez qu'on traite parce que vous en avez marre de Trump et de l'Ukraine et de l'Union européenne, nous aussi, on commence un peu à saturer, mais malheureusement, en termes d'espace médiatique, c'est un peu compliqué. Donc, n'hésitez pas à nous mettre un petit message, un petit hint, nous secouer un peu et on vous écoutera avec plaisir. Alors voilà, c'est déjà la fin de ce 12e épisode de la saison 6. Un épisode en roue libre, vous l'avez vu.
Si vous êtes arrivé au bout, bravo et merci. On est très heureux de vous compter parmi nos auditeurs. Oh, ça va, hein. Je suis enrhumé en ce moment, vous l'aurez peut-être remarqué ou peut-être pas, mais voilà. Donc je parle un peu avec le nez. Si ce podcast vous plaît, faites-le découvrir autour de vous et n'hésitez pas à mettre une note et un commentaire sur Apple Podcasts, Spotify ou votre logiciel de podcast préféré et un like sur YouTube, Twitter, un pouce bleu sur Facebook. Surtout, partagez. Le podcast reste diffusé le lundi tous les 15 jours. Et si vous en avez vraiment envie dès le dimanche soir 21h, alors portez-vous bien d'ici au prochain épisode. Gros bisous et attention à la pression de vos roues.